Alors, la définition d'un professionnel de musée est ce qui nous anime ce soir. Les choses ont changé, plus de vitesse d'exécution, dit les uns, une compréhension plus large au-delà de son seul domaine de spécialité, on dit les autres, davantage de coopération avec le monde extérieur du musée. Et quelle est la frontière, justement, entre le professionnel de musée et puis l'extérieur? Y a-t-il une frontière? Qu'est-ce qu'être un professionnel de musée? Alors, j'ai pas la prétention qu'on trouve en 1h30 ce soir une définition que les Espagnols n'ont pas trouvée dans un consensus de 3 jours de colloque, mais peut-être avancer, peut-être et faire un pas supplémentaire pour définir un professionnel de musée et en venir à notre sujet de débat important qui est la carte ICOM. C'est pour moi la question. Oh, c'est pour tout le monde, mais commençons par vous, alors, Monica, merci. Je peux faire une chose qui sera de lire des fragments de ce texte qui aime si bien Madame Béchelier. Et je préparais en fait mon intervention basée sur les textes suivants, le professionnel de musée, une définition qu'on peut lire à la web du ICOM Espagne, et en français, en espagnol naturellement, et en anglais. Et ce document-là a été signé par la plupart des associations espagnoles de muséologues, conservateurs et professionnels travaillant sur le patrimoine historique lors de la rencontre de muséologie de ICOM Espagne organisée à Madrid en 2015. En Espagne, comme dans la plupart des pays européens, c'est la différence. Et les professionnels des musées ont eu différents noms tout au long de l'histoire. Ils ont été d'abord nommés antiquaires, archéologues, puis conservateurs, et dernièrement muséologues. Il s'agit, vous le savez, d'une profession libérale reconnue par l'État espagnol depuis 150 ans, avec des précédents aussi anciens et enracinés que la propre notion de musée. Étant donné que jusqu'au siècle dernier, leur travail était principalement relié aux musées publics, en fait la plupart de ceux qui existaient alors en Espagne, les règles d'accès à ces musées-là devaient obéir aux règles de l'administration et de ses principes fondamentaux, napoléoniens d'ailleurs, tels que l'égalité, la capacité et la compétence. Mais nous savons aujourd'hui qu'il n'existe pas de modèle unique de musée et par conséquent, il n'existe pas aujourd'hui une formule ou une voie d'accès unique. Il n'existe même pas, dans notre pays du moins, une homologation académique pour travailler dans les musées. De la même façon, le travail quotidien au sein des musées, on l'a dit ici, oblige le professionnel, quelles que soient ses compétences et ses capacités, à être aussi bien professeur, chercheur scientifique, documentaliste, gestionnaire financier, administrateur, chargé des relations publiques, animateur culturel ou encore expert en réseaux sociaux. Les professionnels des musées doivent aussi diriger, en tout cas participer activement à la réforme et à la création de nouveaux musées, puisque ce sont eux, sans aucun doute, qui détiennent les connaissances et la capacité reconnue par l'expérience historique, par la législation actuelle, tout ça en Espagne. Pour toutes ces raisons, à ICOM Espagne, nous semblait vraiment important établir que le professionnel des musées, quel que soit sa provenance, son système de revenus, sa formation ou les fonctions qu'il sera à même de développer, du moins, accepte le principe reconnu dans le code déontologique professionnel d'ICOM et les règles de conduite propres de l'institution à laquelle sera affilié. De cette façon, aujourd'hui, ICOM Espagne, peut-être je vais trop rapide pour le débat, je peux. Non. ICOM Espagne n'exige pas aujourd'hui de ses membres un diplôme ou une formation spécifique. Aujourd'hui, impossible à fixer. Mais
deux éléments fondamentaux. En premier lieu, une compétence pour le travail à effectuer, en d'autres mots, de l'aptitude, de l'adéquation, de la capacité, et d'autre part, bien entendu, de l'éthique professionnelle. Ça, c'est la principale conclusion à laquelle on a réussi à la fin de notre réunion. Et je vais poser quelques exemples à un autre moment. D'accord? Pour commencer? C'est suffisant? Si vous voulez. Donc, cela repose essentiellement encore sur le code de déontologie, qui est bien sûr un fondement commun de l'ensemble de l'ICOM. Voilà, merci, que nous avons tous. Et sur la recherche d'une définition, en tout cas, ça n'est pas par l'homologation d'une formation que, pour l'instant, ICOM Espagne s'est orienté. Exactement. Et parce que en Espagne, il n'existe pas l'école des hautes études, l'Institut de l'histoire du patrimoine ou l'école du Louvre. Et ce serait impossible d'exiger un diplôme concret pour travailler au musée. Alors, comment reconnaissez-vous les membres ICOM dans l'attribution des cartes ICOM? Comment validez-vous ce professionnalisme dans l'attribution des cartes ICOM? Bon, et on a travaillé aux nouveaux statuts d'ICOM Espagne lors des nouveaux statuts d'ICOM de Milano. Je peux vous le raconter. À ce moment-là, on a pensé qu'il existait une autre manière d'accepter ou non des membres, pas l'examen du curriculum vitae, mais avec des certificats de travail concret, des travaux concrets au musée. Merci pour ces précisions. Anne-Sophie, je vais vous donner la parole. Vous qui avez délibérément indiqué qu'il n'y avait pas de tabou à la Monnaie de Paris 11 Conti sur les questions économiques, de gestion. Il n'y avait pas de frontières publiques-privées. Donc, aujourd'hui, bien qu'étant un établissement public, le sujet de la gestion, le sujet de la question de faire des bénéfices pour un musée n'est pas quelque chose qui se pose, excusez-moi, pas pour le musée, pour l'autre partie du 11 Conti. Comment dans l'attribution des cartes ICOM, quelles limites mettre entre les professionnels de musée et ceux qui ne le sont pas? Alors, au sein de la Monnaie de Paris, il y a une frontière entre le privé et le public qui est claire et nette, puisqu'on a des fonctions. On a dans nos statuts d'EPIC, on a des missions régaliennes que nous a confiées l'État. Et en fait, les personnes qui travaillent à ces missions régaliennes qu'a confié l'État, que sont la gestion des collections et la mise en valeur des savoir-faire, en fait, sont les seules personnes qui sont habilitées à demander des cartes ICOM. Par exemple, on a une direction qui s'occupe des travaux du bâtiment, qui est un bâtiment qui est classé en partie monument historique. Mais ces personnes-là n'ont pas accès à la carte ICOM, contrairement à la direction des expositions et des collections, qui sont directement liées à l'activité muséale. Voilà. Bon, je crois que dans l'examen des adhésions, on va en débattre tout à l'heure, alors. Très bien. Après, c'est pas nous qui décidons. Bien sûr. Non, ce sont les comités nationaux, bien sûr. C'est plutôt la règle qu'on s'est appliquée en interne. Pour les soutenir, merci. Alors, en Suède, quel est votre regard sur les fonctions qu'on pourrait dire cœur de métier d'un musée, c'est-à-dire celles qui font typiquement un musée par rapport à des fonctions qui sont à l'extérieur du musée? Avez-vous défini des fonctions qu'il serait impossible d'externaliser?
Oh, that's a tricky question. I got the hardest question here. I was going to say something about why we need this definition, but now you actually caught me in something. But you can I'm say not what, sure. what? No, because this is good. This is the way to help us think about it. Well, I guess it means what you. It depends on what you mean with outsourcing. There are different kinds of museums. I know we're going to discuss that later. And I think that's something important also for this with how you define what's professional. For me personally, it's not that important to actually draw out the borders for the professional. I think the important things are, for example, as Kirsten said, with the shared knowledge. You're supposed to understand what kind of institution you work with and all the other parts of it, even though it's not your own speciality. If you work as a conservator, for example, you do that to be able to research those objects, to exhibit them, to whatever you do with them. It doesn't end where your own profession ends. That kind of the important thing with the museum. And I also find it hard to discuss where the museum professional stops and the public starts and so on without discussing the museum and the museum's role in society. Because the museum, as for example, a national museum, which is as mine museum, we do have a role in society. We have an assignment, something we do, which is not only our own private or even professional interest. It's something we are supposed to do for society. And this is kind of an important part in this, that you work for something bigger and for people understanding each other, no matter of time and geography and so on. This is And you also, as a professional, you also need to be able to reflect upon both your profession, but also your role in being part of making history or defining art or whatever you do in your museum. So this is also something very important with a critical perspective on that. Aux États-Unis, dans l'attribution des Carticom, est-elle une validation de quelque chose sur le caractère professionnel de musée? Do you mean if a museum allows you to use an ICOM card? No. No, you mean to belong to ICOM? Exactly. Well, in the United States, there's not a whole lot of institutions that do that, I don't think. Unfortunately, it's more American Association of Museums. And I believe that that's a mistake. But you tend to see more use of the ICOM in Europe, for sure, and across the world. So I can't answer Ce that. qui en fait peut-être une caractéristique plus européenne qu'américaine, en tout cas, sur la nécessité de... Definitely, definitely. When I travel here, I use my ICOM card. When I travel in the United States, I use the AAM card. Because if I pull out the ICOM card, they don't know what I'm talking about. Most museums. Non, on parlera dans les jours qui suivent. Do I get to answer the question about the professionals? Oui, une définition. Because I'm ready for that one. She gave me a different one too. I just wanted to do a little devil's advocate thing, if I could. And I wanted to ask, is it possible that the institution of the museum is getting in the way of us defining what the professional is? So if we were to take away the institution, can you still
have museological thinking? Can you still, do museal things? Yes? I mean, I think the answer is yes. How many times have you been out somewhere and you're not in a museum and you see people working with objects and people interacting meaningfully? To me, that's a really museological way to be, True. Right? So anyway, I just wanted to throw that out there because I don't know, I think we're starting with you walk through the door of a museum building and you become a museum professional, and I don't think that's entirely what it's about. But what you're talking about is also archaeological thinking. Yes. So it's, Yeah. I'm married to an archaeologist. Oh, okay. I see that. No, I totally agree. One of the things when I started working in museums was I promised myself that I wouldn't get fossilized in a museum. So I kind of chose the fine line between the commercial side and the nonprofit side of the profession. But I would like you to think about two things when we talk about a museum profession or a museum professional. The two things, the first being who are the teachers who teach the professionals? That's number one. Number two is who are the filters, who are the executive recruiters who actually recruit museum leaders? And these two things are very important because that sets the tone for a national policy, a national direction, or a direction on a global perspective. To give you some examples from Canada, for example, the oldest museological program in Canada is about 42, 43 years old. And there are 17 universities that offer some form of museum studies, a museological diploma or a degree at both undergrad and grad levels. Produces about 350 professionals a year. And there is a question of supply and demand. The classical rigors of training of these programs essentially focus on the 6 aspects of museum studies program, starting with research, curation, conservation, collections, exhibitions, education, outreach, and administration. And it kind of stops there. And it hasn't evolved in the last 40 years. And so that has actually created a set of professionals who are trying to augment their skills by doing other things or learning from other institutions so that they can be relevant in a museum or a competitive environment. The second is the makeup of the faculty. So in a multicultural society where the pluralistic norms are taking root in the Canadian mainstream life, the diversity is not reflected among the faculty of these museological programs. It is also not reflected in the makeup of the students who enroll for these programs. Thirdly, this question of leadership. So a handful of executive search firms who have very little in-depth training about what to look for while hiring museum leaders tend to decide the fate of the future of some of the best institutions in the country. And those are training issues, those are professional issues where the museum profession needs to kind of embrace a bigger role in shaping the future of who leads or who sets the policy and who sets the tone for a more pluralistic dialogue in the realm of museums and its subsequent relevance. You want to add something? Hi. I just feel that in Asia, ICOM was not so active till 2014, Darko. Yeah. So essentially, it's just in the last 4 years that ICOM has gained attention. It's gained acknowledgement. So we actually have a long way to go. Sur la définition des professionnels du musée, vous voulez compléter, Anne-Sophie? Dans le cadre des équipes qu'on a mis en place, nous, ce qui a été très important, c'est d'avoir des personnes polyvalentes, on l'a dit tout à l'heure, mais toujours avec une expérience liée à l'histoire de l'art, liée au monde des musées. Donc, je vous parlais tout à l'heure de notre ingénieur qu'on a recruté sur les multimédias et sur les questions de design universel. C'est aussi quelqu'un qui a une formation en parallèle, qui s'est formé à l'histoire de l'art
notamment à l'école du Louvre en cours du soir. Et c'était important pour nous d'avoir toujours cette sensibilité muséale, mais d'avoir aussi des compétences qui arrivent de l'extérieur pour apporter quelque chose de nouveau. Et effectivement, je pense qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on attend de nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on attend de nous demain. Et au-delà du rôle qu'on a dans une institution, c'est comment elle s'inscrit dans un territoire. Et ça, les expériences qui arrivent aussi de l'extérieur, qui sont pas dans les formations, on va dire, classiques des professionnels des musées, ça peut être quelque chose de très enrichissant. On parlait aussi tout à l'heure de la sous-traitance. Dans la sous-traitance, on a, nous, la volonté d'aller travailler notamment avec des entrepreneurs culturels qui innovent, parce que le musée peut aussi être un lieu d'innovation. Et dans la formation des professionnels, il faut toujours avoir des personnes qui sont de formation classique, mais aussi aller se nourrir de ce qui se passe à l'extérieur et se remettre en question aussi. Ça paraît... en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire à la Monnaie de Paris. Il y a des nouvelles fonctions qui émergent dans le monde des musées? Et si oui, lesquelles? La gestion des... Moi, je pense que dans la gestion des données, parce qu'on a beaucoup de données, en fait, dans un musée. On a toutes les données qui sont liées au public, on a les données qui sont liées aussi à l'audiovisuel, à nos archives, à la gestion de l'inventaire. Tout ça, ça se professionnalise aussi. Il y a des choses qui apparaissent dans sa gestion des données, dans la protection de ces données aussi. La protection des données personnelles, c'est un sujet qui, je pense, a occupé beaucoup de professionnels de musées ces derniers temps, avec la mise en place de la RGPD. Et voilà, donc c'est aussi ces notions juridiques qu'il faut... on est dans un monde qui est en mouvement un peu perpétuel, et être au courant des dernières législations, d'être accompagné sur toutes ces questions-là, c'est aussi les réseaux des professionnels, et se mettre en fait ensemble, qui permet de pas se tromper et puis de ne pas rater non plus un coche d'une innovation ou d'une législation qui pourrait venir contraindre certaines activités. Merci. Alors, pour ne pas garder seulement 10 minutes de questions avec la salle à la fin, je vais vous proposer d'interagir maintenant et de poser des questions, ou surtout de faire aussi des remarques sur la définition de professionnel de musée qui évolue et l'interaction avec l'attribution d'une carte ICOM, puisque ce débat de déontologie ce soir voulait poser très clairement ce débat. Donc, quelles sont les contributions que les uns ou les autres souhaiteraient apporter? Bon, sur cette question précise, je dois dire que j'étais au comité des statuts qui ont été révisés à Milan, et le critère principal qui a été en quelque sorte pas renouvelé mais plus clarifié est que pour devenir professionnel de musée, on doit travailler soit à l'intérieur du musée de 9 à 6, soit pour le musée la plupart du temps. La plupart de son curriculum vitae doit démontrer par ce moyen-là ou autre que la plupart de ce qu'on fait, c'est pour les musées. Ça, c'est le critère statutaire de l'ICOM au présent. Mais je voudrais aussi commenter tout brièvement la question s'il y a des professions qui doivent être absolument à l'intérieur du musée et des autres que non. Dans ce point-là, je suis peut-être au sein européen trop libéral en disant qu'il n'y a pas vraiment des professions qui doivent absolument être à l'intérieur du musée, ni même celles qui concernent les collections qui sont le cœur dur d'un musée. Bien sûr, en disant ça, je dois ajouter que je ne considère pas possible qu'aucun professionnel existe à l'intérieur d'un musée à chaque Après, vous rejoignez le fait qu'on puisse élaborer un musée sans aucun professionnel de musée. Non, ça c'est ma réserve. Je considère qu'à chaque musée, il doit exister un nucléo dur des professionnels dedans. Mais ils peuvent être soit des services éducatifs, soit de la gestion des collections, soit d'autres, dépendant de la mission du musée, comme il se définit lui-même. Dominique Ferriot, bonjour.
J'ai eu la chance de commencer ma vie dans les musées en connaissant Georges-Henri Rivière, à l'époque en travaillant à l'écomusée du Creusot, qui était un musée d'un type spécial, parce qu'évidemment, quand on dit professionnel de musée, ça renvoie à qu'est-ce qu'un musée. Et l'ICOM, créé donc en 1946, a donné, avec Georges-Henri Rivière puis Hugues de Varine, de nombreuses définitions. Alors au Creusot, nous disions, et c'est quelque chose qui n'a pas été abordé peut-être ici, dans un musée de société, il n'y a pas de visiteurs, il y a des habitants, et a fortiori les professionnels qui y travaillent ne sont ni moins ni plus importants que les usagers qui travaillent aussi dans ce musée. Donc ça, c'est une conception qui, en France, était assez difficile à faire admettre. Et pourquoi, après tout, là, je vois qu'il y a aussi le président, peut-être toujours en activité, je ne sais pas, de l'association des amis de musée, mais en tout cas, les amis de musée, les usagers dans un musée, les volontaires dans certains pays anglo-saxons, et puis aujourd'hui, dans les musées scientifiques, tous les amateurs qui interviennent tellement pour collecter les données justement dont vous parliez, sont-ils moins professionnels que les professionnels patentés, diplômés d'une école du patrimoine qui dans mes jeunes années n'existait pas d'ailleurs. Donc c'est peut-être un des éléments qui n'a pas été abordé là et sur lequel ce serait peut-être intéressant d'avoir l'avis de certains collègues non français. Notamment sur cette prise en compte du rôle et des compétences de personnes qui ne sont pas employées par les musées, mais qui travaillent néanmoins dans les musées, et en tout cas dans cette expérience du Creusot ou d'autres musées de société, qui souvent développaient le même type d'activité. La seule différence, c'est qu'elle n'était pas rémunérée, ce qui évidemment ne choquait pas trop personne dans nos lointaines régions, est plus compliqué à admettre aujourd'hui, mais qui est peut-être quand même un sujet. Alors je voudrais juste dire pour nos collègues qui ne le sauraient pas que bonjour Myriam, le MUSEM organise à la fin de l'année une exposition sur Georges-Henri Rivière, qui nous permettra de renouer, j'espère, avec cet homme et aussi avec les origines de l'ICOM peut-être. Cette exposition aura lieu en octobre-novembre et le commissaire général est Germain Viat. Voilà. Do you have another question? Yes. Go ahead. Is that a follow-up from her? Yes. Okay. So I think what you said about the shifting definition of what qualifies as a museum professional is it's very difficult to answer because different museums have different rigors and different levels of acceptance of what qualifies to be a professional within that mix. If you look at a hospital, you have to have doctors and nurses, and you have to have pharmacists and so on and so forth. That realm of hard requirements is much softer in the realm of museums. There are specific museums where you actually require very specific skills. There are certain mechanics of running and operating institutions like museums that require specific skills. There are certain areas of specialization where curatorial rigors focus on the certain content that is associated with the collections, or intangible heritage, if that is the case. Those are sort of vocational platforms that cannot be interchanged. So there is that strong sense of discipline that cannot be substituted. And whether or not a discipline specialist qualifies as a full-time or a part-time museum professional or a guest curator is a question of semantics of how you view a museum professional. I'm currently building a $260 million climate museum. We don't have too many climate curators around who can actually provide that sort of a classical notion of interpretive content. So the staff is being drawn from completely different walks of life that are not traditionally your quote-unquote museums. Like Raposo mentioned, that the definition of the museum itself has changed. So in the 50s and 60s, when ICOM defined the museum as a public institution where material evidence of man and his environment take sacrosanct primary focus, that has undergone a huge shift in the last 50 years. So likewise, what defines and qualifies as a museum professional is, I think, a semantic realm that I think we are safer to stay away from. That's my thinking.
Sergio Salvaionicum, Belgium. I think that one of the interesting topics is the link between the museum card and being a professional. So like, for instance, in your scenario of having a very broad kind of museum professionals, but then a core of the real who is getting the card? Yeah. Is it only this small group, or is it this big community that has the risk of creating a deficit and no one accepting the card anymore? In that regard, there is also another topic I find very interesting, is the flexibility of the of how people move professionally these days, which means that I know colleagues, I know people who have been very active for museums, then changed jobs, go work for a city hall, and still are making connection and bridges towards the museum world. And then they tell me, well, I cannot get the ICOM card anymore. And then 2 years later, they start working in a museum again, and then they can get the museum card. These are valuable people to be in our community, maybe more so than, for instance, a museum that would attest, like in Spain maybe, that they would attest, that they would say, well, our bookshop keeper is part of our museum, and we give an attest, and he gets the card. So that is, I also think, a very interesting point to think about, the flexibility of how people move. It's not anymore the days where you start as an archivist and you end up as an archivist. Merci d'avoir pointé ce point, que les carrières sont moins linéaires et qu'aujourd'hui des changements de fonction réguliers, des changements d'employeurs aussi réguliers n'en font pas pour une personne un caractère moins professionnel dans un musée, qu'il y vienne et par différents allers et retours dans sa carrière. Y a-t-il, j'ai vu d'autres mains qui se levaient pour des questions ou des interventions. Oui. Je vais profiter d'avoir le micro. Grazia Nicosia, je suis membre d'ICOP France. Professionnel de musée, je voulais rebondir sur justement vous parliez tout à l'heure de cœur de métier et d'externalisation et d'objectifs en fait d'atteindre des missions. Donc les missions du musée, elles sont clairement définies. On est tous réunis autour de ces missions et je pense que externaliser tous les métiers stratégiques justement à la réalisation de ces missions, je pense pas que ce soit, en tout cas c'est pas le choix que personnellement je défends. Je pense qu'il est intéressant justement qu'il y ait un cœur stratégique décisionnel au sein du musée qui œuvre justement à l'accomplissement de ces missions. Et après, au niveau du terme professionnel, effectivement, on peut être rémunéré ou bénévole, comme tu le soulignais. Et effectivement, est-ce que ça vient pas de la façon dont les personnes se positionnent justement dans l'atteinte des objectifs de ces missions-là? Est-ce qu'ils sont des chevilles vraiment ouvrières et qui vont œuvrer dans ce sens-là? Est-ce qu'il n'y a pas une piste, en tout cas? Vous vouliez intervenir? Oui, c'est pour éclairir. Je pense, je veux faire une réflexion et je veux vous donner un exemple pratique que je crois que je connais bien pour si ça peut servir. Et ce sont les musées militaires espagnols. Les musées militaires espagnols sont pour la plupart d'entre eux, naturellement, des musées publics. Et ils sont dirigés actuellement par un officier de l'armée, normalement un colonel. Et ce colonel est assisté, pas toujours, d'un directeur technique qui doit être un fonctionnaire, un conservateur de musée selon la législation espagnole. Bien, pendant le temps, 3 ou 4 ans, que le militaire sera le directeur d'un musée militaire, on devra considérer celui-ci comme un professionnel de musée, je pense. Et naturellement, si elle le souhaite, si elle la demande, il pourra être admis comme membre d'ICOM et avoir une carte d'ICOM, je pense. C'est une réflexion pour si ça peut éclairir cette définition et ces problèmes de qui est ou qui non
et non, qui n'est pas un professionnel de musée. Je ne sais pas si ça éclaire, mais ça fait discuter en tout cas. Alors, oui. Alors, je suis Wendy Bislage et je voudrais suivre le point que plein de personnes ont déjà parlé, mais je le ferai en anglais parce que je me sens plus sûre dans cette langue. So my question is regarding emerging professionals. So emerging museum professionals. I do see a lot of young faces here. I myself, I am young and just starting and emerging in this. We're all young at heart. But I did wanted to know, how does ICOM and the memberships also take into account the emerging professionals and seeing the definition of a museum professional and what is expected of emerging professionals? How can that tie? And also, I'm coming from a background where I studied both in Italy, in England, and now I'm here in France. So I know that there are a lot of disputes regarding titles, regarding diplomas, and certain needs to be at the time of working. So I would like to know if anybody else also knows, and how do they take it as being part of a profession in a museum like such? I can probably attempt to answer that to some degree. There are two high-dollar areas for emerging professionals which are trending rapidly in different parts of the world. Just in the last 10 years, 3,800 new museums have been built. So the design-build industry is an emerging, very strong, high-dollar industry that is crying out for museum professionals to take in, because in that vacuum, other professions are absorbing that center stage. The second is the digital realm. So I'm not just talking about data sensitivity, but also new realms of digital delivery and curation of content. Pneumatic VR, I live in the Silicon Valley, so pneumatic VR is entering the museum realm in a very big way. Immersive technologies, blockchain, AI-induced curation of content, including e-learning modules that are going to adopt a completely different platform. Rather than moving from point A to point B for a linear learning curve, you're actually looking now at coaxial VMTs, which are on a very sophisticated level of content development. So those are areas where museums are so behind, I would say 2 generations behind. So those are really strong areas where if you were to explore or scratch the surface, you will find that there are immense opportunities that will shape the future of the museum community. Oui, non, moi, je voulais dire un petit mot sur le lien presque automatique qui est fait entre ICOM et être professionnel de musée. Là, vous avez 3 grandes structures d'ICOM, ICOM France, ICOM Europe, ICTOP, qui organisent ce débat ce soir. Bien évidemment, ICOM est extrêmement légitime à poser la question qu'on pose ce soir, qu'est-ce qu'être un professionnel de musée. Mais je veux juste dire que il y a des tas de professionnels de musée qui sont formés, par exemple, par mon voisin de l'Institut national du patrimoine et qui ne sont pas forcément des membres d'ICOM. Donc il y a le lien entre être professionnel de musée et être possesseur, détenteur d'une carte ICOM est une question que nous posons tout le temps. Mais il n'y a pas comment dire, nous devons, nous, à ICOM, nous interroger sur l'attestation que nous donnons quand nous délivrons une carte. Il n'y a pas d'obligation pour un professionnel de musée à avoir une carte ICOM. Et puis j'avais envie de rebondir sur ce que disait au début Anne-Sophie Duroyon-Chavannes, parce que une des choses qui me semble très intéressante dans la rénovation que je connais mieux que le reste, du musée de la Monnaie, devenu Quai Conti, c'est qu'on est vraiment dans le cas de figure d'un musée qui a une admirable collection, extrêmement bien mise en valeur, avec des professionnels qui évidemment sont des professionnels de musée, et en même temps c'est un établissement qui a une activité industrielle, une activité lucrative,
qui produit sur le site même où est le musée des objets qui par ailleurs sont mis en des monnaies et des médailles pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont mis en vente. Donc c'est extrêmement intéressant d'interroger l'articulation entre le lucratif et le non lucratif dans ce musée-là. C'est peut-être ce que tu voulais dire, Sophie, quand tu as posé la question. Et puis un autre aspect que vous avez commencé à dire que je trouve intéressant, c'est que il y a le musée qui a une activité de musée, à l'intérieur du musée des activités de démonstration professionnelle, des ateliers, une activité qui s'est développée autour de mise en valeur de l'art contemporain, qui n'est pas à proprement parler une activité muséale. Je ne crois pas que vous ayez de collection d'art contemporain, je peux me tromper. Et puis, c'est articulé tout autour, ce que vous commenciez à dire aussi, une véritable vie locale, une vie autour d'un monument, une vie autour de lieux de restauration, avec une boutique. Et quand vous commenciez à dire, chez nous, la Carticom, on la donne aux professionnels et pas aux autres professionnels, le fond de la question que je trouve extrêmement intéressante, c'est qu'il y a une activité muséale qui rayonne autour d'autres activités, et c'est l'articulation et l'enrichissement mutuel de ces activités que peut-être j'aurais envie de vous demander de préciser maintenant. Oui, alors, vous m'entendez ou... Oui, pardon. On s'est beaucoup posé la question. Alors, effectivement, chaque jour, à Paris, chaque année, on produit à peu près entre 200 et 300 000 monnaies en or et en argent, par exemple. Ces monnaies en or et en argent rentrent dans nos collections. Elles rentrent dans nos collections parce que la conservation qui gère nos collections à la Monnaie de Paris a aussi comme mission de conserver un exemple de ce qui est produit à la Monnaie de Paris, parce que c'est notre héritage de demain. Quand on a fait le musée, on s'est beaucoup posé la question de où on mettait le curseur, parce qu'on n'est pas un showroom. Et on a une longue histoire, puisque effectivement, Sophie le disait, on a été fondé en 864 et on est implanté dans ce bâtiment du XVIIIe siècle depuis 1775. C'est un bâtiment qui a été conçu pour nous. Aujourd'hui, on a la dernière usine en activité dans Paris. Alors quand je parle d'usine, c'est la taille qui fait que c'est plutôt une manufacture, mais on n'a pas le statut de manufacture. On s'est beaucoup posé la question et on s'est dit qu'on n'exposerait pas des objets en vente à la boutique. Alors, qu'est-ce qui différencie une monnaie qui a 2 ans d'existence et une monnaie qui vient de sortir? Les techniques sont les mêmes, les graveurs qui ont travaillé dessus sont les mêmes, mais on ne voulait pas présenter dans le musée des choses qui étaient en vente parce qu'on était dans un musée et pas dans un showroom. La seule exception qu'on fait à cette règle, c'est tout ce qui est lié à l'art contemporain. Parce que pourquoi on fait de l'art contemporain à la Monnaie de Paris alors qu'il existe déjà tant de lieux d'art contemporain? C'est parce que pour nous, c'était important de renouer ce dialogue artiste-artisan qui fait partie vraiment de l'histoire de l'institution. Parce qu'on a toujours collaboré avec les plus grands artistes de notre temps. Nos graveurs généraux, qui étaient les patrons de la gravure et de la création, étaient des grands prix de Rome. Et on a travaillé aussi avec des designers et des grands artistes. Et l'art contemporain nous permet de faire venir des artistes en résidence et de collaborer avec nos artistes et de nourrir en fait cette créativité, de faire nourrir en fait la créativité avec ce dialogue avec des artisans. Donc en ce moment, on expose un artiste indien qui s'appelle Subodh Gupta et qui est venu en résidence à la Monnaie de Paris pour réaliser une médaille d'artiste. Donc on va réaliser des médailles d'artistes, on va aussi réaliser des fonds d'artistes, parce qu'on a une fonderie d'art qui nous permet d'élaborer des octuples. Alors une œuvre d'art, elle a aussi une vie sur le marché de l'art, et donc c'est la seule exception qu'on a faite à notre règle déontologique qu'on s'était fixée en interne, c'est de pouvoir exposer les œuvres des artistes contemporains qui font aussi partie du monde de l'art d'une façon ou d'une autre. Est-ce que je réponds à votre question? Ouais. Merci. Benjamin Grandjean, le responsable du département des adhésions au secrétariat de l'ICOM. Je me devais forcément de prendre la parole. On espérait bien une prise de parole. Tout d'abord, pour vraiment remercier ICOM France
et ICOM Europe d'avoir organisé cette soirée qui est essentielle pour l'ICOM, pour les réflexions autour des critères d'adhésion, enfin tous les thèmes que tu as très bien abordés ce soir, et notamment l'attribution de la carte, qui est une grande responsabilité, je le répète, des comités nationaux. Les critères d'adhésion sont internationaux, mais la responsabilité des demandes, enfin de la validation des demandes d'adhésion relève des comités nationaux. Je voulais tout simplement vous lire une toute petite phrase des statuts de l'ICOM. Il existe une définition des professionnels de musée, article 3, section 3, pour nourrir un peu la réflexion et peut-être relancer le débat. Je cite, je lis le texte, « Les professionnels de musée comprennent l'ensemble des membres du personnel des musées et des institutions répondant à la définition de la section 1, etc. Et les personnes qui, dans un contexte professionnel, ont pour activité principale de fournir des services, des connaissances et une expertise au musée et à la communauté muséale. » Voilà. Je sais que l'application des normes, les normes et des critères de l'ICOM ne sont pas nécessairement très simples. Au secrétariat, on le voit, on nous fait remonter des questions. Certains comités nationaux sont confrontés, tous les comités nationaux sont confrontés à ces questions, et c'est pas simple d'y répondre. Voilà, donc je voulais vous livrer cette toute petite phrase, peut-être pour nourrir la réflexion qui va venir. Voilà. Alors, merci pour cette précision. L'interprétation peut être assez extensive, et c'est bien ce qui avait suscité le questionnement et la soirée de ce soir. C'est que, avec une interprétation extensive, l'attribution de la carte ICOM peut être très généreuse également, et avec du coup les musées qui s'interrogent. Et donc, quelle est peut-être, alors du point de vue international, vous qui avez une vue sur l'ensemble des comités, y a-t-il des pratiques qui diffèrent significativement entre les comités ? Oui, nécessairement. Et je pense que c'est une bonne chose que ce soit les comités nationaux qui valident les demandes d'adhésion, puisque ce sont uniquement les comités nationaux qui connaissent les réalités professionnelles dans leur pays. Je pense que ce serait une très mauvaise chose que les demandes d'adhésion arrivent au secrétariat et soient validées de Paris, donc forcément de très loin de la réalité. Même pas dans les interlignes de la question. Y a-t-il des différences de pratique entre les différents comités européens et non européens dans l'attribution de la carte Pour prendre un exemple très concret, mais Dominique Ferriot l'a abordé tout à l'heure, sur la question des volontaires, des bénévoles. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, je sais que la question se pose vraiment de façon très prégnante, alors qu'en France, sans doute beaucoup moins. Je prends l'exemple de la Nouvelle-Zélande, mais il y aurait sans doute d'autres pays dans lesquels cette question est vraiment très importante. Dans le circuit de validation aussi, les pratiques diffèrent d'un comité national à un autre. Par exemple, le comité français a un conseil d'administration très dynamique qui se réunit tous les 2 mois de mémoire. Voilà, et qui examine toutes les demandes d'adhésion qui arrivent au secrétariat d'ICOM France. Je sais que dans d'autres comités que je ne nommerai pas, ce n'est pas le conseil d'administration qui valide les demandes d'adhésion, mais le président ou le secrétaire, dans le secret de son bureau, sans forcément avoir une collégialité. Voilà, donc ça c'est une pratique. Dans la pratique, les choses diffèrent. Oui, d'un pays à un autre. Bonsoir. Je voulais revenir sur a dit Madame du Royan-Chavannes. Vous avez, pardon, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous avez dit. Vous pouvez vous présenter, pardon. Ah, pardon. Parce que pour la traduction, c'est important à chaque prise de micro de pouvoir se présenter. Merci. Donc, je m'appelle Lena Maria Perfettini et je suis documentaliste ici en France. Merci. Et
Donc, madame, vous avez dit qu'à la Monnaie de Paris, vous aviez déterminé ceux qui ont des fonctions régaliennes peuvent prétendre à la carte ICOM et ceux qui n'ont, ne peuvent pas y prétendre. Je voulais te demander, l'adhésion à l'ICOM, est-ce un geste individuel ou institutionnel ? La réponse a été faite. Hein. L'attribution de la carte ICOM est une prérogative du comité national. Donc voilà, c'est pas le. Oui, en pardon, revanche, c'était le pas musée très peut clair. adhérer à titre institutionnel, mais l'attribution de la carte ICOM nominativement est, comme institutionnellement, une prérogative exclusive du comité national, et ça vient d'être rappelé. I wanted to elaborate a bit on what the Secretary of Paris wanted to say about the Article 3, Paragraph 3. I think that one of the important questions are, if you take this large group that works for the museum, one of the big questions that we will have is when it comes to the core of the profit, non-profit question. This is something that we kind of evade in this whole talk, because, and it also brings another problem about ICOM not having a supra governance or choosing of these cards, because of the national committees being the sole people who are admitting. I'm going to clarify what I'm trying to say. If one national committee would create completely different standards on what is profit and non-profit, I can name, but we will not, of professionals who are more actually active, they are working for museums, but are actually more profit professionals than non-profit professionals, then of course it creates a very big difference with the practice of neighboring countries. And then the question raises, is this really the way how we can sustain the whole project? Because then you start getting a dysfunctional system where you have a lot of cards and being also successful national committees, because the gray zones are bigger than some others who are more deontological. So I would like to, since we have a whole panel of very different regions, how you think about this topic. So in ICOM Sweden, we have a really open definition of a museum professional, that you should work for a museum, but we don't have restrictions or bringing in resumes or so. I think that this is probably a problem in different ways, but for me the main question is whether ICOM is it supposed to be a small exclusive community, or is it an inclusive way of working with museums? So if we want to have inclusive museums, which is one of the huge trends, we also need to have an inclusive museum community. So who are we sitting in this panel to restrict who can be a professional in the society today? Yes, for sure. I'm a museum blogger and I was not accepted. And I have a master's degree in museum studies. You can apply in Sweden. It's sad. It's sad. No, I was just saying that I have a degree in museum studies from the University of San Francisco, and I have a museum blog. I run a blog, and I was not accepted in France.
Yes, this is really a difficult question because I know about practical different ways to consider the membership in ICOM, not only outside Europe, inside Europe, I mean. And there are situations where the option is still very conservative, in a sense that not only are accepted those working inside museums, but within those, only those with upper degrees, like conservation, curation of collections, and so on. So a very elitist view of ICOM. Our statutes pointed out that everyone, even a cleaning man or a lady, can be member of ICOM. It's not necessary to have any degree, upper degree. Any people working inside a museum can apply to be member of ICOM, from the most humble person up to the director. And there are several countries where only upper degree people, graduated people, are accepted. In practice, I mean, not in statutes of ICOM. And there are the opposite, complete opposite, where everyone almost, from profit, non-profit, is accepted if, in a vague way, as a curriculum with work for museums. But I admit the problem. Problem exists. It's a huge problem. Thank you. But it's not easy to solve it, because ICOM is an NGO, a low base to top organization. Needs a refresh, probably. The center of ICOM are national committees. And there is no policy of costumes, of uses to proceed by ICOM, neither for any other NGO like ICOM, which is very democratic. So, and based to top oriented. So it is difficult to solve the problem. That's why it's important to raise it in every occasion when we can do it. Okay. Yes, but to come back to this link with the card, this is the interesting thing. Qui est un des points de notre soirée, Yes. le seul point de la soirée. C'est pour ça que nous avions voulu définir un professionnel de musée. On n'est pas sur un débat sur l'attribution des cartes ICOM. D'ailleurs, je ne suis nullement mandatée pour ICTOP sur ce sujet-là. Et donc, le débat est intéressant et on voit qu'il y a une vraie... une forme de crispation, on pourrait même dire, sur l'attribution des cartes ICOM, certains l'ayant, d'autres ne l'ayant pas, et que finalement, elle n'est pas un sésame qui qualifie un professionnel de musée, mais en même temps, quand notre débat a essayé de qualifier, de définir un professionnel de musée, de définir les compétences d'un professionnel de musée aujourd'hui, et puis à l'avenir, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est quelles sont les professions émergentes, et puis pour demain, quelles sont les compétences qu'il faut acquérir pour les professionnels de musée pour pouvoir rester à la page. Et puis, donc, le sujet des compétences était celui qui était au cœur de notre débat. Pas de problème pour parler de l'attribution de la carte ICOM, mais ça n'est pas le cœur de la soirée. Donc, je veux bien qu'on prenne une dernière intervention sur ce sujet. Il fallait aborder le sujet de la carte ICOM, puisque certains pouvaient la considérer comme une caution. Donc une dernière question sur la carte ICOM, et puis on va revenir au cœur de notre débat sur les compétences des professionnels de musée, et surtout pour se préparer à demain. Oui, bonsoir, Sarah Petregali du service des membres de l'ICOM. Le service des membres s'occupe des demandes administratives qui remontent des comités nationaux pour les adhésions. Donc on est un peu au cœur de cette question de l'éligibilité, etc. Une première chose, l'ICOM, c'est pas qu'une carte, c'est aussi un réseau. C'est un réseau professionnel et c'est beaucoup d'échanges sectoriels, notamment via les comités internationaux. Je m'occupe entre autres des comités africains. Ils peuvent recevoir des cartes, mais ils n'en ont pas un usage. Ils ont un usage très rare des cartes, puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer, où il y a beaucoup moins de musées. Donc c'est aussi une reconnaissance. Donc le fait d'être professionnel de musée, avec des critères qui sont peut-être moins stricts ou académiques qu'en France, par exemple, ça leur permet d'accéder à un réseau, et pas seulement une carte. Donc c'est une question plus vaste.
On réduit souvent l'ICOM à une carte, mais c'est surtout un réseau et des échanges d'expertise. Et le problème de la carte, il est double, de l'adhésion, il est double, c'est que plus il y a de professionnels de musées, plus on donne de cartes, moins il y a de ressources pour les musées. Et le problème des musées, c'est qu'ils sont de plus en plus tendus sur les subventions et sur les ressources propres. Donc plus on accepte de professionnels de musées, ça a aussi des conséquences, la définition qu'on peut donner, sur les ressources des musées eux-mêmes. Voilà, c'est un peu les réflexions que je voulais faire passer. Très bien. La carte ICOM, voilà. La carte ICOM, c'est pas l'ICOM. Mais non, Alors, Dominique Ferriot, ancienne présidente ICOM France, ancienne trésorière d'ICOM International, etc., etc. La carte ICOM n'est pas l'ICOM, ça c'est certain. Et ça n'est même pas un avantage donné par l'ICOM. C'est un avantage que les musées acceptent pour les membres de l'ICOM. Effectivement, si les musées, notamment dans les pays comme la France ou l'Allemagne, décidaient de ne plus donner cet avantage, au lieu d'avoir 5000 membres en Allemagne ou 4000 membres en France, il y aurait 400 membres en France et 500 membres en Allemagne. Donc on peut dire qu'il y a une corrélation. Mais effectivement, je trouve assez pervers de passer maintenant presque la moitié du temps sur ce sujet qui n'est vraiment pas le sujet de fond. On peut peut-être revenir, tout à l'heure vous avez parlé par exemple des compétences à acquérir. Je me souviens quand l'ICTOP avait fait son référentiel des professions muséales. À l'époque d'ailleurs c'était un des prédécesseurs du directeur de l'école du patrimoine, Geneviève Gallo, qui était également trésorière de l'ICTOP, qui était très très active sur ce sujet et qui avait notamment insisté, on avait insisté à l'époque sur la fonction de régisseur, je me souviens. Dans ces années-là par exemple, dans les musées de l'éducation nationale, par exemple, c'était le régisseur, c'était comme dans les lycées ou les collèges, c'était celui qui comptait les sous, entrées, sorties, etc. Et on avait essayé de faire passer, y compris dans nos institutions, par exemple la mienne, le CNAM à l'époque, l'idée qu'un régisseur, c'était d'abord un régisseur d'œuvre. Donc ça, à l'époque du dossier dont tu parlais, c'était quelque chose qui émergeait. C'est maintenant courant. Je veux dire, c'est même un musée. Régisseur est devenu, on l'a traduit dans différentes langues. Alors peut-être qu'effectivement, alors après on a parlé des médias, vous avez parlé de l'informatique, etc., des données. Bon, peut-être qu'on pourrait revenir sur les compétences nouvelles. Et effectivement, laisser tomber ce sujet de la carte. Simplement, s'il y a moins de cartes ICOM, il y aura moins de ressources pour l'ICOM. Donc il y aura moins de personnes. Oui, bah, c'est peut-être pas très grave. Il y aura moins de personnes dans l'équipe permanente de l'ICOM. Bon, voilà, puisque l'essentiel du budget de l'ICOM international, de mémoire de trésorier, c'est le budget pour payer les membres du secrétariat et leur mission. Voilà.